Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, mon nom est Bruno Lalonde, nous sommes le 7 août 2017. Et bien voilà, pour ceux qui suivent mes tribulations de libraire et d'amoureux de livres, de bibliophile, de bibliomane, de lecteur, de vidéaste, de youtubeur, eh bien vous n'êtes pas sans savoir que je quitte cette bibliothèque que j'ai occupée, que mon imaginaire a occupée pendant près de 20 ans. Et j'ai commencé à emballer cette bibliothèque-là. La première section, vous voyez, je vais faire pivoter l'ordi, vous voyez, ici, il y avait une section. C'était la section amérindienne. Je vais vous montrer quelques-uns des beaux ouvrages, traveling, quelques-uns des beaux ouvrages rares de cette bibliothèque, de cette section amérindienne composée d'environ 400 livres. Et après, la section qui est derrière, c'est culture arabe, chinoise, japonaise, qui doit, la section japonaise par exemple, autour de 200 livres. Des classiques de la littérature japonaise, des classiques contemporains également. Même chose pour la culture chinoise, avec Le Rêve dans le pavillon rouge, publié dans la Pléiade, que je me propose bien de lire, déjà depuis 30 ans. Les Mémoires de Seumatien aussi, que je me propose de lire aussi depuis 30 ans. Et dans le cas de Le Rêve dans le pavillon rouge, publié en 2 tomes dans la Pléiade, eh bien, j'ai réalisé que Pascal Quignard l'avait abondamment cité et qu'il l'avait étudié. J'admire assez le fait que Pascal Quignard, outre son don des langues, j'admire assez le fait qu'il puisse citer, qu'il puisse amalguer, qu'il puisse juxtaposer, qu'il puisse relier, qu'il puisse mettre en mouvement des écritures aussi variées que des textes védantiques ou des classiques chinois et des contemporains de la psychanalyse, comme par exemple Mélanie Klein. Alors d'être capable de relier tout ça, de mettre tout ça en mouvement, de mettre tout ça en orbite, pour moi c'est le signe d'une très grande créativité. Alors, émotion benyaminesque, je ne sais pas comment le dire en fait, une émotion, je ne déballe pas ici ma bibliothèque, je la remballe, et je remballe près de 20 ans de ma vie. Alors je vais sans doute, j'ai fait plus de 1000 vidéos, bienvenue dans ma bibliothèque, alors je ne pourrai pas ne pas faire plusieurs vidéos de ce déménagement-là. Parce que j'ai déjà déménagé l'année dernière 25 000 livres, en fait près de 20 000 livres avec le fonds d'inventaire de ma librairie et 5 000 livres de cette bibliothèque-là. Alors il en reste environ 20 000 à mettre en boîte, à mettre en carton, ce qui représente environ 500 cartons. Ça va être un exercice, j'ai commencé et j'en ai déjà mis en boîte. Quelques centaines, c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Demain et après-demain, eh bien, toute cette section-là, la section chinoise, la section arabe, et après ça, je vais aller vers la section chrétienne, parce que j'ai eu aussi une grande passion pour la pensée, la philosophie, les poètes chrétiens, les poètes catholiques, les poètes orthodoxes, et aussi certains penseurs protestants. Bonenfant, contemporain aussi, moderne, Lithia Bassett. Alors, derrière ce que vous ne voyez pas, c'est les livres d'art. Alors, sans doute, je vais vous montrer quelques-uns comme ça de ces livres-là qui composent ma bibliothèque personnelle. Mais hier soir, avant de m'endormir, j'ai lu ceci. Je ne sais pas comment le prononcer. Michel Field, moi je dirais Field, hein, en bon québécois vivant au milieu d'anglophones. Le soldat. Le soldat, c'est l'histoire
d'un homme, d'un amoureux de livres, qui a une énorme bibliothèque. D'ailleurs, je vais vous lire la première page. Et ce qui m'a étonné à un moment donné aussi, il y a une citation. Il le cite pas, mais un passage qui l'a beaucoup hanté d'un roman de Simenon. Eh bien, ce passage-là, et ça, je trouve ça assez extraordinaire, parce qu'il y a plein de choses qu'il dit, en tout cas dans la quarantaine de pages que j'ai lues, qui me rejoignent tout à fait. De fines observations sur l'accumulation de livres et comment on se débarrasse de ces livres. C'est fascinant et c'est tellement juste, c'est tellement fin comme description. Ça dépasse presque l'entendement, mais le passage aussi où il est question à quoi on reconnaît un vrai pauvre chez Simenon. Eh bien, moi, ce passage-là, lu il y a déjà plus de 35 ans, m'a toujours hanté et je ne l'ai jamais oublié. Et c'est ce que dit Michel Field. On va l'appeler comme ça, on va le prononcer correctement, selon l'orthographe en tout cas. Michel Field, dans ce livre-là, Le Soldeur, paru chez Julliard. Alors, ça commence par un début assez splénitique, cite Baudelaire, le ciel bas comme un couvercle, là, vous connaissez. Mauvais genre, au pluriel. Depuis des années, sa bibliothèque s'était peu à peu imposée comme l'interlocutrice privilégiée de son existence. Elle était à la fois sa compagne, sa confidente, sa meilleure amie. Sa mémoire, puisque chaque période de sa vie était déposée là, sur quelques étagères. Son présent, la chose allait de soi, et tout son avenir. Chaque livre en appelait un autre. Toute lecture exigeait une suivante, et plus il lisait, et plus l'infini de ce qu'il n'avait pas lu, et qui eût pu l'accabler, l'invitait au contraire à intensifier sa quête. Elle avait fini par avantageusement remplacer son rapport aux autres. Il s'amusait des cris d'alarme lancés par les psychologues sur les pathologies nouvelles qui menaçaient enfants et adolescents soumis à la tyrannie des mondes virtuels, à la déréalisation d'Internet ou des jeux vidéo. Il n'avait donc jamais ouvert un livre, tous ces psys. Les nouvelles technologies portent en elles un danger d'addiction. La belle affaire. Le livre en ce domaine lui paraissait autrement plus puissant. Alors voilà, c'était le... Est-ce que je vous trouve le passage sur Simenon? Attendez, ouais, on va... Parce que là, il a commencé, il est allé dans un endroit où on revend ses livres. Les premiers livres dont il se débarrasse, c'est sur les vedettes, le cinéma, la télévision. Bref, des livres qui vieillissent assez mal, et je ne sais pas combien les libraires d'occasion lui en ont offert, mais assurément, à mon avis, rien. Je ne suis pas rendu là, mais à mon avis, on a dû dire tout ça est dépassé. Qui a envie d'entendre aujourd'hui les confessions de Mireille Mathieu ou de Nicoletta ou de Mike Brandt? Qui a envie de lire une biographie de Mike Brandt? Il se souvint alors d'une ligne de Simenon qu'il n'avait jamais pu oublier. Près d'un square, Maigret surveille une dame et la détaille, un peu à la manière dont il venait d'envisager le vieil homme à barbe blanche. Et le scribe, impitoyable de nos petitesses, ce greffier de la misère humaine, de pousser Maigret à regarder les chaussures de la femme avec une réflexion du genre « Les pauvres peuvent donner le change en prenant soin d'eux, en veillant à leurs vêtements. Ce sont toujours les souliers qui les trahissent. » Eh bien ça, je dois vous dire que moi, je l'ai fait, cette observation-là. Je l'ai faite, cette observation-là, d'abord. J'ai tellement... Cette phrase-là m'a tellement frappé que j'ai connu beaucoup de périodes de difficulté, mais j'ai toujours veillé au moins à ce que mes chaussures ne trahissent pas ma condition. Et là, il parle ici de petites gens pauvres, mais j'ai observé aussi chez des gens très riches, des gens très à l'aise, qu'ils pouvaient non seulement se négliger sur le plan vestimentaire,
mais trahir leur avarice, trahir leur ladrerie par leurs escarpins. Alors, ça aussi, on veut savoir si on a affaire à un avare. On sait quelqu'un qui a une profession là, libérale, une profession libérale, de haut rang. Eh bien, si on s'aperçoit que ces souliers mal entretenus, en mauvais état, ou des souliers indignes de sa condition, on a affaire à un avare. On n'a pas juste affaire à un pauvre qui cache l'indignité de sa condition. On a affaire à un avare. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 livres de cette bibliothèque amérindienne. Je vais vous en montrer 4. Alors, les premiers qui ont été en contact avec les peuples autochtones, c'est évidemment les religieux qui voulaient les convertir. Certains d'entre eux étaient sincères, d'autres étaient instrumentalisés par des commerçants. Et ici, je vous en montre un. Excursion sacerdotale chez les têtes de boule. Alors, ça a été publié à Québec en 1915. Et c'est sa sainteté Pie X qui a... Est-ce que sa sainteté Pie X a donné l'imprimatur? Ça, c'est inimaginable, toutes les publications de l'Église catholique québécoise concernant les peuples amérindiens. Mais ici, ce livre-là est un livre d'apologétique qui loue le travail des martyrs, voire des martyrs, des apôtres qui allaient évangéliser. Ce n'est pas tant un ouvrage ethnologique, quoique sans doute on peut y trouver des traces, mais qui vont en dire davantage sur l'observateur que sur les observés. On leur doit aussi à ces missionnaires les premiers lexiques amérindiens. Lexique de la langue iroquoise. Alors ceci est paru à Montréal et c'est un lexique bien connu aussi. Il a fait une grammaire, il a fait un dictionnaire, Kuok, un sulpicien. Alors, on va vous lire juste le premier paragraphe. Ça va vous donner un peu le ton. Voici encore un livre de ma façon et que par un concours de circonstances tout à fait imprévues et indépendantes de ma volonté, j'ai été amené à composer et à mettre en lumière. Je l'ai dit d'ailleurs et je le répète encore, en dehors des petits livres de piété et d'instruction religieuse pour nos Indiens, mon inclination personnelle n'a jamais été de faire imprimer quoi que ce fût, et surtout comme je le fais ici, non sans quelque confusion et déplaisir, d'y faire paraître mon nom. Alors on se doute bien que c'est son supérieur qui l'a mandaté pour écrire ce livre-là, se soumettant à la volonté de son intercesseur, lequel repose sur une instance divine, notre homme, humblement, sans retirer aucune gloire que ce fût, eh bien, s'est mis à la tâche. Un troisième, dictionnaire français algonquin. Alors, qui a été offert par le révérend père Pacifique, un autre qui a travaillé beaucoup sur les lexiques et les manuels,
Alors, dictionnaire français algonquin, rédigé par Lemoine, prêtre, paru à Chicoutimi en 1909. Alors, voyez à quoi ça ressemble, un dictionnaire français algonquin. 1909. Et le dernier, paru à la Gazette de Sorel, en 1866, l'histoire des Abénakis. Depuis 1605, on a compris, depuis l'arrivée des premiers Français, jusqu'à nos jours par l'abbé Moreau. Alors, on va aller voir la première page. Ce livre est l'histoire d'une préface. Ce livre est l'histoire d'une tribu sauvage qui, aujourd'hui, compte à peine 350 âmes au Canada. Cette tribu est celle des Abénakis. Quelques-uns penseront peut-être que cet ouvrage est inutile et prétendront qu'il n'était pas nécessaire, pour ne rien dire de plus, de faire des recherches dans le but d'écrire l'histoire de cette petite tribu qui s'éteint graduellement et qui, dans un avenir non éloigné, disparaîtra complètement de notre pays. On peut s'apercevoir que 150 ans plus tard, c'est faux. Les Abénakis vivent dans un village qui me semble-t-il, bien administré. La culture, on la transmet aux jeunes. Alors donc, la prédiction de Moreau s'est avérée erronée. Mais lorsqu'ils se souviendront que ces sauvages sont les descendants d'une grande nation qui, pendant 150 ans, remplit un rôle très important au milieu des colonies de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-France, et qui, pendant cette longue période, fut constamment allié aux Français pour lutter contre les Anglais, on avait un sens historique, hein? Dans ce temps-là, c'est fascinant. Lorsqu'ils se souviendront surtout que ces sauvages furent pendant près de 80 ans d'un grand secours aux Français du Canada pour se défendre contre l'invasion de leur ennemi, ils avoueront alors avec nous, nous pensons, qu'il n'est pas tout à fait inutile de recueillir les antiques traditions, dis-je, et les curieuses légendes de ces anciens alliés et amis de nos ancêtres, de raconter leurs longues luttes, leurs défaites comme leurs victoires, afin de conserver d'eux quelques souvenirs. La reconnaissance que nous devons à ces sauvages pour les importants services qu'ils ont rendus à nos pères a été pour nous un motif assez puissant pour nous engager à ce travail. Quand la tombe sera fermée sur le dernier des Abénakis, on lira avec un vif intérêt l'histoire de cette antique tribu qui pendant si longtemps unit ses âmes à celles des Français pour combattre un ennemi commun. Et quand le temps qui détruit tout aura effacé en Canada la dernière trace du dernier de ces sauvages, les Canadiens aimeront encore relire les anciennes traditions et les intéressantes légendes de ces amis de leurs ancêtres. Chargés depuis 25 ans de la desserte de ces sauvages, nous avons pu étudier leur histoire plus facilement que tout autre, et nous avons pensé que la Providence nous imposait aussi la tâche d'en écrire les principaux événements. Cet ouvrage, nous l'avons, et quant à la forme, rempli de défectuosités, mais nous osons espérer que, quant au fond, il offrira au lecteur quelque intérêt. Eh bien, évidemment qu'il offre quelques intérêts. Alors voilà, l'histoire des Abénakis, publiée à Sorel. Sorel, qui est une ville d'assez grande importance, qui jouxte la rivière Saint-François, et qui est contiguë. On traverse un petit pont et on est rendu dans le village d'Odanak, là où sont encore les Abénakis. Ben voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me rendre visite également à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, et bientôt une deuxième dans le quartier Villeray. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999, et vous pouvez également aller vous balader sur ma page Facebook.
Si nous avons des intérêts communs, eh bien, des intérêts communs et des amis communs, des contacts communs également, vous pouvez me faire une demande d'amitié. Mais je vous préviens, je suis d'un naturel envahissant. Merci et bonne journée à tous.